Bonjour, ici nous sommes chez Vivre sans fibrome à l'espace Fibromel. Je suis Liliana Cadet, la coordonnatrice du développement de l'organisme et aussi coach de bien-être, avec Marina Mathieu, notre invitée spéciale. Allô! Parle-nous un peu de toi, Marina. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Alors, bonjour Liana, merci beaucoup de m'accueillir ici. Je suis une très grande fan de Vivre sans fibrome, donc très honorée. Ça fait plaisir. Mon nom est Marina Mathieu, comme tu viens de le dire. J'ai 31 ans. Je réside à Montréal depuis 2010. Donc, ça fait 15 ans. Je suis d'origine haïtienne, née en Haïti, vécue en Haïti quasiment toute ma vie. Puis, à Montréal depuis donc 2010. Qui je suis? Je me décris professionnellement comme une travailleuse culturelle multidisciplinaire. Oui. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Je réalise aussi en ce moment un mémoire en genre, féminisme et études de femmes. Et je détiens aussi un certificat en santé sexuelle. Donc, tout ce qui est en lien avec la santé sexuelle et reproductive est très important pour moi. Donc, en résumé, je dirais, c'est un peu moi, puis pourquoi je suis là aujourd'hui. Ben oui, on le voit. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, elle est partout. On voit qu'elle était vraiment une femme à tout faire. Quelques mots comme ça ne suffit pas pour te décrire. Aujourd'hui, le titre de l'épisode, c'est tout savoir sur la congélation des ovules. Donc, si tu pouvais commencer à nous parler de tes difficultés sur ta santé gynécologique. Oui, alors du coup, moi, puis ça, vous devriez le savoir si vous suivez Vivre sans fibrome. Aïssatou a travaillé avec moi sur un de mes courts-métrages documentaires qui parlait des fibromes parce que dans ma famille, nous sommes une famille de fibromèles. Ouais. Historiquement, toutes les femmes qui ont eu un enfant déjà dans leur vie dans ma famille, à part ma sœur, n'ont plus d'utérus, donc ont toutes subi une hystérectomie. Puis moi, du coup, j'ai appris très jeune, donc j'avais 9 ans quand j'ai eu mes menstruations. Et j'ai appris il y a 2 ans, donc j'avais 29 ans, quand j'ai appris que moi j'avais mon premier fibrome. Et je savais déjà avec tous les symptômes que j'avais, donc des saignements abondants, des douleurs importantes, puis des règles très précoces. Donc à 9 ans, c'est quand même la relation la plus durable de toute ma vie. Ouais. Donc, je te comprends là-dessus. Donc du coup, je savais que j'allais avoir des fibromes. C'était inévitable. Donc, du coup, mon petit Ton fibrome... intuition déjà te faisait savoir que tu allais avoir des fibromes. Mais je pense que c'est plus par rapport au fait que l'historique familiale, mais avoir ces règles à 9 ans, avoir des règles aussi abondantes que moi, c'était un peu déjà écrit dans l'histoire. Ouais. Puis moi, il s'agissait vraiment de savoir comment se préparer à ça. Puis c'est ce que j'ai fait en faisant mon court-métrage documentaire avec Aïssatou, entre autres, et certaines fibromèles, et en m'impliquant dans le domaine pour comprendre un peu mieux c'est quoi. Ouais. Puis quand j'ai été diagnostiquée, en fait, c'était suite à l'éclosion d'un kyste. Donc j'avais des douleurs intenses au niveau de l'abdomen. Puis je me suis rendue à l'urgence. Et quand je suis arrivée à l'urgence, c'est là qu'on a fait plein de tests. Puis l'urgentologue qui était là m'a dit, ben écoutez, c'est probablement un kyste, on voit un résidu. Et est-ce que vous saviez que vous avez un fibrome? Donc là, moi, est-ce qu'à ce moment-là, tu savais déjà c'était quoi? Oui. Un fibrome à cause de ton historique familial. Mais est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu avais un soulagement à cause que tu t'es déjà préparé mentalement à l'avoir ou tu avais une réaction plus stressante? Ah, moi, j'étais sous le choc parce que même si je savais que ça devait arriver à un moment donné, je me disais, mon Dieu, c'est quoi la grosseur? C'est situé où? Tu sais, toutes les questions que tu sais que tu voudrais savoir. Puis, quand il m'a expliqué ça, je pense qu'il savait, il l'a senti quand j'ai réagi. OK, donc oui, j'ai des fibromes. OK, j'ai un fibrome. C'est quoi la grosseur? C'est quoi l'endroit? Puis, je lui posais des questions comme quelqu'un qui connaissait ça déjà. Puis, il m'a dit, comme vous devez le savoir, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour se débarrasser des fibromes définitivement, à part une hystérectomie. Ouais. Puis, je lui ai dit, bon, écoutez, moi, j'ai 29 ans, hein, on va se calmer. Puis, avec la grosseur qui est une balle de ping-pong, je pense que je devrais être correcte. Donc, je monitore quand même, je suis très sensible à ça. Puis, dans les dernières années, je dois avouer que mon anémie s'est accentuée parce que j'ai mes menstruations à chaque mois. Puis, à chaque mois, je perds un grand nombre de sang. Ouais. Donc, mon anémie s'est accentuée. J'ai été obligée de prendre certaines décisions avec mon médecin de famille pour pouvoir y remédier. Puis, ça m'a amené entre autres à penser à qu'est-ce que je fais si mes fibromes grossissent, puis si j'ai des problèmes au niveau de la fertilité. Donc, on va en parler un petit peu plus tard. Oui. Ouais. Ça commence bien, je suis déjà assez captivée de tout ça. Bon, donc, ton diagnostic de fibrome, c'était à 29 ans, n'est-ce pas? Oui.
et tes premières règles à 9 ans. À 9 ans. OK. Maintenant, quelles difficultés que tu as pu rencontrer durant ta prise en charge médicale des fibromes et celle après qui t'a décidé, qui t'a donné l'envie de prendre le choix de faire la congélation des ovules, en fait? Ouais. Alors, du coup, moi, la prise en charge médicale au Québec, ça a toujours été un enjeu. Je dois t'avouer que moi, j'ai eu à aller faire des échographies endovaginales à plusieurs reprises dans mon parcours. Puis j'ai des problèmes quand même assez importants avec ma médecine famille. Donc, Est-ce que t'as la RAMQ? Oui, T'as alors des assurances privées? je suis couverte avec le régime d'assurance maladie du Québec. Puis j'ai fait le choix, après avoir quitté mon emploi qui m'offrait des assurances, d'avoir mon assurance individuelle, là que je suis travailleuse autonome, parce que je ne veux pas avoir à me questionner à savoir combien ça coûte quand je dois aller chercher du support au niveau médical. Surtout que moi, j'ai aucune crainte, aucune gêne quand j'ai un problème à aller voir le médecin ou aller à l'urgence. Donc, je ne veux pas être... j'ai pas besoin de barrières au niveau financier. Absolument, absolument. Donc, en termes de prise en charge, je dois avouer que ça a toujours été très complexe parce que quel que soit le médecin que je rencontrais, quel que soit le spécialiste que je rencontrais, j'avais toujours à convaincre. Et moi, je trouve que c'est très, très difficile en tant que jeune personne, afrodescendante, femme, qui est dans le milieu médical, puis qui, si j'avais pas cet engagement vers ma santé, de chercher des choses, d'aller vers des médecines alternatives, de m'assurer d'avoir une prise en charge complète, que je ne serais pas capable de tout le temps convaincre quelqu'un. Là. Qu'est-ce que tu veux dire pour le public convaincre? Alors, vous avez des douleurs, vous saignez énormément, mais ça arrive à beaucoup de gens. Pourquoi vous, votre situation est spéciale? Puis là, moi, je dois expliquer, mais mon anémie, moi, ça m'empêche de travailler. Je suis pas capable de me concentrer. J'ai des maux de tête ahurissants. Tu sais, c'est comme, il faut que je te... Justifier. Oui, justifier continuellement comment je me sens pour pouvoir prouver que, ah ben oui, il faudrait peut-être que vous ayez de l'aide. Ou, pire, quand je suis arrivée au Québec, c'est là que j'ai été diagnostiquée avec mon anémie en 2011. J'ai dû faire des tests hématologiques. J'ai été suivie par un hématologue qui m'a diagnostiqué d'un type d'anémie spécifique qui est la thalassémie mineure. Donc, ça a suivi de tests, analyses, résultats, OK, mais ça, c'est en 2011. L'année passée, 2024. 2024, mon médecin de famille est comme, ouais, moi, j'aimerais avoir le résultat que vous avez eu en 2011. Donc là, retourner en arrière, aller refaire le processus pour avoir les résultats, pour pouvoir ensuite transmettre à... Se souvenir de avec qui j'ai fait ce test en 2011. Moi, j'avais quoi, 17 ans à l'époque. On est vraiment... C'était ahurissant pour moi. Ouais. Puis, sachant qu'elle aurait pu regarder dans le système, qu'elle aurait pu simplement me redonner ce test à faire, juste pour confirmer que c'était bien ça. Mais il y a comme un sentiment de continuellement remettre en question ce que je vis. Donc, pour moi, la prise en charge médicale, ça a toujours été un enjeu. Et quand je le dis, c'est vraiment parce que d'expérience, je me prépare à rencontrer des spécialistes. Je ne suis pas informée par des spécialistes, je suis toujours en train d'informer des spécialistes envers ce que je vis, ce que je trouve vraiment très lourd au niveau médical. C'est très paradoxal, je trouve, parce que c'est souvent un témoignage, peut-être pas de la même façon que tu l'exprimes, qui revient. Dans le sens, le besoin de se justifier, d'informer son historique médical à chaque médecin qu'on revoit. Puis c'est pas tout le monde qui a la possibilité de revoir le même médecin au cours de sa vie, surtout avec la pénurie de main-d'œuvre et le système de santé au Québec. Donc, je te comprends tout à fait. Absolument. Et on pourra en parler jusqu'à la fin des jours, toutes les lacunes qu'on a dans le système. Absolument. Mais si on se reconcentre sur le processus de la congélation d'ovules, premièrement, comment en as-tu en parlé? Comment en as-tu entendu parler? Ouais, alors du coup, à l'époque, parce que moi, je pensais toute ma vie que j'aimais les garçons. Puis j'ai commencé à sortir avec une fille récemment, donc en 2022. Puis on regardait une série, Harlem sur Prime. Je fais la publicité, allez regarder. Oui, très bonne émission. Donc je regardais la série, puis des amis sont allés faire le test pour savoir si elles avaient une réserve ovarienne correcte ou assez pour pouvoir être fertiles, etc., etc.
Puis en faisant le test, une d'entre elles qui ne voulait pas avoir d'enfant avait une réserve ovarienne florissante, Oui. selon les examens, et l'autre qui voulait vraiment avoir des enfants avait un taux d'AMH, justement, Ouais. très, très bas. Et quand j'ai vu ça, j'étais couchée juste à côté de mon ex à l'époque, puis j'étais comme non, 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 au moins on doit savoir. On n'est Oui. pas obligé d'aller congeler nos œufs directement, ça fait quoi, quelques mois qu'on se voit, puis juste de réfléchir aussi aux privilèges qu'on a quand on est dans une relation hétérosexuelle, de se dire, OK, on va faire l'amour, puis ça va arriver. Ouais. Tu sais, en tant que personne qui sort avec une autre femme, tu dois te dire aussi, OK, mais le seul moyen, ou l'un des seuls moyens, ça serait de passer par la fécondation in vitro, le don de sperme, etc. Puis moi, j'étais comme, au moins, allons regarder notre réserve ovarienne. Ouais. Donc là, la semaine d'après, je prends mon téléphone, je contacte une clinique parce que je connaissais à l'époque une des médecins au sein de cette clinique-là. Mhm. J'appelle, en fait, ils me disent, OK, il faut vous envoyer un formulaire. Je remplis le formulaire. Ça, c'est février 2023. OK, donc il faut un formulaire juste pour observer. Juste pour pouvoir prendre le rendez-vous. Ah, OK. Juste Donc, pour le rendez-vous. OK. Juste pour le rendez-vous. Le rendez-vous prend 3 à 5 mois pour pouvoir avoir lieu. Dans mon cas, ça a pris plus longtemps. Donc, février, j'envoie le formulaire. Le premier rendez-vous avec la médecin de cette clinique-là en septembre. OK? OK, donc le formulaire envoyé en février, le premier rendez-vous en septembre. Je suis. OK. Alors, du coup, après ce premier rendez-vous, ce qu'on fait, puisque à l'époque, entre février et septembre, j'ai eu le temps de me séparer de mon ex à ce moment-là. Donc, on sépare nos dossiers et elle nous donne une panoplie, une banque d'analyses à faire, dont, évidemment, les tests sanguins. Il y avait comme 14 fioles de sang qui ont été prises, puis je suis anémique, donc pour moi, c'est comme, en tout cas. Fait que, du coup, la prise de sang, et c'est accompagné d'une échographie endovaginale autour du premier jour des règles, OK. pour pouvoir voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe au niveau de tes follicules. Parfait. Donc, tout ça se passe, je vais faire mes prises de sang, il faut aussi faire un pap test, bref, plein de tests comme ça. Mon échographie a eu lieu en novembre 2023. Puis, tous les résultats, parce qu'il y en a qui prennent plus longtemps que d'autres, donc tous les résultats finissent par aboutir sur le bureau de la médecin. La médecin arrive à mon dossier, je lui parle en mars 2024. Donc, c'est pratiquement un an. Pratiquement un an. Un peu plus d'un an, en fait, depuis le moment où j'écris à la clinique. Puis, ce qui est arrivé dans la série est arrivé dans ma vie. Parce que, littéralement, à l'époque, mon ex incertaine, je suis pas sûre que je veux des enfants, nanana. Moi, je suis comme... Elle, sa réserve était... Le triple de moi. Ouais. Minimum le triple de moi. Je pense qu'elle était dans les vingtaines de follicules à l'époque. Puis moi, j'avais 8. Littéralement, 8 follicules. Donc, une possibilité d'avoir 8 œufs. OK, donc à ce moment-là, quelle est ta réaction? Alors, moi, je suis désespérée. J'ai, à l'époque, 30 ans. OK, j'ai 30 ans. La médecin inquiète. Elle me dit, Marina, je trouve ça quand même inquiétant. Tu es jeune. J'aimerais ça te faire certaines analyses génétiques pour être sûre que ce n'est pas quelque chose qu'on appelle le X fragile, le syndrome du X fragile. Et moi, elle parle, j'enregistre, mais j'enregistre pas vraiment. Hein. Oui. J'étais sous le choc. Puis c'est là que tu te dis, tant et aussi longtemps que tu n'as pas de problème au niveau de ta fertilité, tu es vraiment dans la pensée magique. Mhm. C'est-à-dire, ça fonctionne pour 75% de la population ou pour je ne sais pas combien de pourcentage. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour moi? Ouais. Qu'est-ce que je devrais faire? Et là, quand elle a fini de m'expliquer tout ça, elle me dit, la meilleure manière de s'assurer d'avoir un œuf qui est fécondé, c'est d'en récolter en 10 à 12. Toi, tu ne pourras pas, en un cycle, récolter en 10 à 12 œufs. Écoute, j'étais éberluée. Fait que là, on parle de mars 2024. Et en mars 2024, tu vas à ton rendez-vous, tu apprends la nouvelle et tu es célibataire. Je suis célibataire. Et là, je me dis, écoute, avec la situation et les données, je ne peux pas me permettre de ne pas congeler mes œufs. Oui. Au moins de faire une ronde. Donc, OK.
C'est beaucoup d'informations je et sais. j'ai beaucoup de questions à poser. Mais on va garder, avant de parler, parce que tu as parlé de je ne peux pas me permettre de ne pas faire au moins une ronde, mais pour certaines personnes, il y a l'aspect financier qui rentre dedans. Ouais. Donc ça, on va en parler après. Mais dans tout ça, quel professionnel t'a accompagné? Est-ce que ça a été un docteur ou plusieurs? Tu m'as parlé de tests, d'échographie endovaginale, etc. Donc, est-ce que tu as été suivi par une équipe ou toi-même, tu as dû rechercher plusieurs professionnels? Ça, c'est une très bonne question parce que non seulement la clinique fournissait fertologue, gynécologue, infirmière, donc j'aurais pu tout faire à l'intérieur de la clinique, ce que je n'ai pas choisi de faire parce que ça coûte. Okay? C'est pas tout couvert. Puis, on a un système de santé où tu as accès à plusieurs choses. Donc, que ce soit les prises de sang, que ce soit pap test, que ce soit... Donc, je me suis baladée un peu, okay, pour aller chercher tout ça. Mais en parallèle, et surtout, au moment où j'ai appris que ma réserve était basse, j'ai commencé à poser des questions à des médecines alternatives. Donc, j'ai contacté une naturopathe, j'ai contacté un acupuncteur et j'ai décidé, est-ce que je dois avoir aussi un herbologue ou une herbologue? Donc, moi, j'étais partout, je cherchais, puis j'ai reçu un combo de choses à prendre de ma naturopathe, un protocole avec mon acupuncteur qui m'a référé à un herbologue spécifiquement pour m'aider au niveau de mon anémie. OK. Donc, pour augmenter le niveau de fer? De fer, on appelle ça en acupuncture vide de sang. Le nom de l'anémie, là, mais vraiment, ils m'ont accompagné avec des techniques spécifiques. Puis, sachant que dans les mois à venir, parce que moi, quand j'ai appris ça en mars, j'allais pas pouvoir tout de suite embarquer parce la médecin voulait faire le test de X fragile qui prend quelques mois avant d'avoir le résultat. Et moi... X fragile, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu peux décrire ça en une phrase maximum? J'ai aucune idée. Pour vrai, je pense que c'est une maladie génétique ou un syndrome qui se traduit par une réserve ovarienne plus basse et de facto, possiblement, des problèmes de fertilité sur la longue durée, mais je n'ai aucune idée. Donc, je vous conseille d'aller chercher plus d'informations. Mais je n'ai pas le syndrome de X fragile. Donc, ma réserve ovarienne était basse, simplement parce que ma réserve ovarienne était basse. Ça arrive dans la vie des gens, hein? Donc, il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut accepter aussi, on est dans l'acceptation. Puis, j'oublie dans mes professionnels ma psy. Parce que moi, je capotais ma vie et... Tu sais, quand tu as un plan, tu dois être dans l'acceptation, tu dois être dans... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu dois travailler beaucoup sur ton mental parce que tu te dis, est-ce que je fais ce que je suis en train de faire? Parce que c'est très incertain, la congélation d'ovules, tu sais. Fait que, comme c'est incertain, il faut être capable aussi de se dire, OK, mais je vais aller de l'avant avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que je suis prête à prendre ce risque-là pour avoir seulement 5 œufs? Puis, sachant que la médecin a clairement dit, la fertologue m'a clairement dit, il faudra avoir entre 10 à 12 pour garantir un œuf fécondé, de bonne qualité, etc. Donc, tout pour dire que dans les professionnels, une panoplie. Vraiment. Et ma médecine de famille qui n'était pas nécessairement, je réitère, on n'a pas nécessairement une bonne relation, donc qui n'était pas nécessairement très supportante, qui était vraiment concentrée, elle, à gérer mon anémie plus qu'autre chose. OK. Bon. Quand la fertologue t'a dit qu'il fallait de 10 à 12 œufs pour avoir une bonne... Une chance d'avoir un œuf fécondé par la suite. Une bonne chance d'avoir un œuf fécondé par la suite. Ça veut dire que lors de la congélation des ovules, est-ce qu'il va t'en rester? Alors, la question qui tue. Alors, l'idée, je vais t'amener vers les prochaines étapes du processus, puis je vais t'expliquer un peu où est-ce que je me situe aujourd'hui après avoir fait tout le processus. Parfait. Donc, je rencontre la médecin en mars 2024. Comme on doit faire le test de X fragile, elle dit d'attendre, puis en attendant, elle me prescrit certaines vitamines. On les appelle Fertile Pro, je pense, ou quelque chose comme ça. Et mon taux de DHEA, qui est une hormone, était bas aussi, donc elle voulait m'en donner.
Puis c'est là que c'est un peu complexe parce que tu te retrouves avec ma naturopathe qui est comme non, 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 non. Moi, je suis contre DHEA. Tu vas avoir du DHEA naturellement. On va te trouver des moyens. La gestion du stress, la gestion de ceci. En tout cas, c'est vraiment... Oui, mais dans ce processus-là, il y a aussi l'aspect du temps. Ouais. Et moi, je suis tout pour le naturel. Je suis étudiante en naturopathie, mais ça prend du temps pour pouvoir gérer son stress de façon naturelle. Absolument, absolument. Et je dois te dire, déjà, d'avoir cette nouvelle, c'était du stress. Donc, imagine de gérer le stress après cette nouvelle. Bref, donc, j'apprends ça en mars. Je dois attendre pour avoir les résultats du X fragile. Et j'avais déjà planifié un voyage. Puis ça, si tu ne le sais pas, tu décides de voyager dans un pays comme le Pérou, Porto Rico, etc. Zika. Ouais. Zika, Zika, Zika. Moi, quand on m'a dit ça, j'étais comme, mais c'est possible. Donc, je devrais attendre. Oui, vous devez attendre, madame, votre retour sur le territoire. 3 mois, parce qu'il n'y a pas un test qui décèle Zika avant que Zika apparaisse. Donc, il faut attendre voir si tu as les symptômes. Oui. Donc, en revenant, j'ai dû attendre un autre 3 mois. Et en parallèle, j'ai commencé à prendre les vitamines. Et j'ai finalement contacté la clinique en fin août pour commencer le processus en septembre. OK? Donc, littéralement, 1 an après mon premier rendez-vous. Oui. C'était vraiment très timé, toute cette histoire. Donc, ben, en fait, le processus, on est rendu à 2 ans, là, en fait. En effet. On n'est pas encore rendu à 2 ans. Hey, j'ai fait ma rencontre février 2023, je contacte. Septembre 2023, j'ai mon premier rendez-vous. Septembre 2024, je commence le processus officiellement. On est rendu à 1 an et quelques mois. Oui. Ouais. Donc, du coup, j'arrive à la clinique. Là, on est rendu à faire l'étape de premier jour de règle, calculer ce premier jour de règle, puis commencer les hormones. Alors là, les gens me posent souvent la question, OK, Marina, c'est quoi? C'est quoi exactement? Puis j'ai fait une vidéo sur mon Instagram justement pour montrer aux gens les injections parce que je ne savais pas c'est quoi. Oui. Mais moi, je ne suis pas une personne fébrile face aux aiguilles. Puis j'ai eu littéralement une session d'information avec mon pharmacien qui m'a montré, tu vas faire ça, tu vas pincher, tu vas papa. C'est exubérant. C'est beaucoup. C'est ça le terme. Puis on le voit aussi dans les films, des fois, on voit la femme qui pleure, on voit la femme qui est comme, oh non, je dois encore me faire piquer. Si la personne a un conjoint ou une conjointe, le conjoint est impliqué ou la conjointe est impliquée. Puis on voit que c'est douloureux. Puis on peut pas vraiment comprendre, on peut ressentir un peu de sympathie et tout, mais je pense que tu l'as bien décrit. T'as pas peur des aiguilles, mais j'ai l'impression que quand je t'entends parler, quand même, ça te faisait quelque chose. Absolument. Puis j'ai contacté mes amies qui souffrent entre autres de diabète. Oui. Parce que des fois, elles doivent s'injecter aussi. Puis tu sais, les gens me rassuraient beaucoup, puis j'étais bien soutenue par ma communauté parce que je leur avais dit c'est ce que je voulais faire. Oui. Fait qu'on est rendu. Donc, toi, en plus de ça, c'est important. Tu étais soutenue dans ta communauté, tu l'avais partagé aux gens, tu étais ouverte. Ah, moi, j'ai invité des gens à me regarder me piquer pour pouvoir déconstruire le stress. J'ai eu plein d'amis qui sont venus parce que je me suis piquée. J'ai noté. Donc, mon jour 1, 21 septembre, donc fin du mois de septembre. Oui. Et j'ai commencé à me piquer aux alentours de quelques jours après. Littéralement quelques jours après. Puis, ça a commencé le cycle, puis je me suis piquée quasiment pendant 1 mois. Wow. Parce que j'ai... 1 mois quotidiennement? Quotidiennement. Quasiment pendant 1 mois quotidiennement. Puis des fois, c'était peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines de piquer. OK? Où je me piquais le matin 2 fois, le soir 2 fois, des fois 3 fois. OK? Donc, c'est un processus là. C'est pas quelque chose que tu prends à la légère. Puis, vas-y. Juste parce que je sais que tu vas dire plein d'autres choses et je suis vraiment intéressée et captivée par tout ce que tu me dis. Qu'est-ce qui fait la différence qu'une journée tu te piques 1 fois et l'autre 3 fois? OK. Alors, au début, c'est 2 hormones qu'on te donne. Puis comment on me l'a expliqué, puis c'est important de comprendre. Tu stimules toutes les follicules possibles pour que tu aies ce teuf-là à l'intérieur du follicule. Tu te stimules. C'est comme une stimulation ovarienne foire.
100%. Tu essaies d'avoir un œuf dans toutes tes follicules. OK? Ce qui fait que dans tes règles à chaque mois, tu en as un. Oui. OK? Puis ça s'en va. Là, il faudrait que tout soit rempli. Ce qui fait que ces 2 premières hormones, c'est la stimulation ovarienne. Vraiment. Après, donc j'ai commencé avec ces deux injections-là. Oui. Après, ils introduisent ce qu'on appelle le citrotide, qui lui va être comme une barrière. Je sais que vous êtes stimulés, vous êtes prêts à sortir, mais non. Okay. Et c'est très important à des heures spécifiques. Fait que tu ne peux pas être en train de gérer, par exemple, un gros projet au travail où tu vas avoir des horaires un peu hectiques. L'objectif, c'est que tu sois vraiment, c'est un petit projet pendant une saison de ta vie. Tu te dis, ce mois-là, je congèle mes œufs. Oui. Donc, je dois avoir des heures spécifiques. Je dois être capable de m'ajuster pour ça. Est-ce que c'est lié à ton cycle menstruel? Absolument. OK. Absolument. Donc, c'est des hormones artificielles qu'on te donne pour t'injecter, mais le programme de congélation des ovules, etc., c'est vraiment lié à ton cycle menstruel à toi. Oui, exactement. Fait que du coup, ces hormones-là viennent jouer avec mon cycle. Donc, en même temps que mon cycle, au moment de l'ovulation, poup, OK, guys, on booste, et on arrête. Oui. Puis, à la fin, parce que là, j'ai eu 3 hormones, celle qui booste, celle qui arrête, puis celle qui va dire « Hey, tu peux sortir! » Qui va dire « OK, guys, on est prêts, on a été mesurés. » Puis c'est là que j'allais. Pendant que je suis en train de me piquer, j'ai eu 3 rendez-vous à la clinique. 3 rendez-vous, 3 échos endovaginales différentes et 3 prises de sang différentes. Parce qu'ils veulent éviter l'hyperstimulation ovarienne, ce qui peut causer des problèmes au niveau hormonal à l'intérieur de ton corps, mais aussi au niveau de ta santé sexuelle et reproductive. Donc, c'était très important. Puis, le 11 octobre, j'ai eu l'opération, la petite intervention où, anesthésie générale, on est allé chercher les œufs qui étaient prêts. On en a récolté 7, puis finalement, 6 sont viables pour être congelés. OK. Voilà. Fait que, ici, je reviens à ta question précédente. Est-ce que tu me posais la question, ouais, mais est-ce que tu pourras, avec cela, combien qui t'en reste? Ce que les gens ne savent pas, puis je pense que les fertologues sont un peu fébriles à partager, puis je suis très contre cette idée, c'est que tu congèles tes œufs au moment où tu vas avoir besoin de tes œufs. En les décongelant, tu as des risques d'en perdre. Oui. OK? Après avoir décongelé, puis tu as des risques d'en perdre, c'est pas tous les œufs qui vont être capables d'être fécondés. Donc, le processus de fécondation, c'est pas... Là, on est allé chercher les ovules, on n'est pas allé chercher des embryons. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, effectivement. Une ovule, par la suite, qui va être fécondée, soit in vitro, soit à l'intérieur de toi directement. Bref, l'idée, c'est que tu as des œufs, mais peut-être qu'au bout du processus de fécondation, il t'en reste un qui a fonctionné. Oui. Puis c'est ça qu'on essaie d'avoir le plus de au départ. Puis en termes de qualité aussi, qu'ils soient capables d'être conservés, que dans la décongélation ils survivent, etc., etc. Parce qu'il y a des femmes qui ont une très belle réserve ovarienne. Sauf que c'est pas la quantité seulement qui compte. C'est aussi la qualité. Parce qu'il y a des gens, ils congèlent, ils en ont 9 par exemple. Oui. Mais au bout du compte, aucun n'est fécondé. Fait que c'est un risque que j'ai pris, un risque très important financier dont on va parler tantôt, mais aussi un risque en termes de peut-être qu'aucun de ces œufs va être fécondé au bout du compte et j'ai payé pour. Quels sont les risques de congélation pour les ovules congelés et pour la femme qui fait le processus de congélation d'ovules? Alors, en réalité, moi, quand j'ai commencé ce processus-là, je pense qu'il y a eu un manque de clarté quelque part parce que je pense qu'on ne parle pas assez de ce qui peut arriver. J'ai su par la suite, en faisant le processus, quand la procédure avait déjà commencé, que ce soit les injections, que ce soit les visites, en faisant mes prises de sang, je posais des questions, toujours. Et c'est là qu'on m'a appris qu'on fait les prises de sang pour pouvoir réguler la quantité d'hormones dans le corps pour ne pas avoir d'hyperstimulation ovarienne, qui est en fait le seul risque dans ce processus-là, à part après. Donc, en réalité, tu fais ce processus, si tout va bien au niveau de l'hyperstimulation ovarienne pour toi et pour tes ovules, ça va. C'est après que, je pense, personne n'en parle. Donc, si tu congèles tes ovules, c'est possible que
ben, quand tu les décongèles, tu en perds quelques-uns, que c'est pas tous qui peuvent être fécondés. Parce que prendre un ovule, ça veut pas dire de facto, OK, ça va féconder comme il faut. Donc, faut être aussi conscient de ça, que c'est un investissement des fois où tu n'as pas nécessairement le résultat espéré. Ouais. Une chose cependant que je pense que tout le monde doit savoir, congeler ses ovules, c'est se donner des options. Mais on va toujours te laisser essayer avant d'aller chercher les ovules congelés. C'est-à-dire, si tu es dans une relation où est-ce que justement, avec des rapports sexuels, tu vas avoir à chaque mois, avec tes cycles, un ovule qui va permettre possiblement de rencontrer un spermatozoïde et badaboum, ben on est enceinte, wow, ok, let's do it. Oui. Donc l'objectif, c'est pas de directement aller chercher tes ovules congelés. C'est en dernier cas. En dernier lieu, exactement. Puis je pense aussi que les gens se disent, ok, mais je vais faire ce processus-là, puis j'aurai pas d'autovules. Hey, guys, à chaque mois, ça revient là. C'est pas, mes règles n'ont pas arrêté parce que j'ai commencé ce processus. Bien malheureusement, ça continue tous les mois. La relation la plus durable, guys, la plus durable. Donc, je continue à avoir mes menstruations, puis de facto, à perdre un ovule à chaque mois, mais mes follicules sont encore là. Oui. C'est juste que moi, je voulais m'assurer, surtout à mon âge, parce que les gens aussi oublient, plus tu vieillis, la qualité de tes œufs diminue. Exactement. Exactement. Donc, en réalité, tu nais déjà avec toutes les ovules que tu vas avoir. Au fur et à mesure, elles sortent et tu en perds. Mais plus tu vieillis, plus tu en as moins, mais aussi la qualité n'est pas la même. Donc, c'est pour ça aussi que je voulais le faire jeune, parce que, un, j'avais les moyens, et deux, je savais que ce serait le pic de mes ovules. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire maintenant. Voilà. Oui, dans le fond, juste pour rajouter à ce que tu viens de dire, les ovules congelés sont seulement utilisés dans le cas d'infertilité ou problème de fertilité, malgré que la femme continue à produire un ovule par mois avec ses règles. D'ailleurs, chaque femme est née avec ses ovules. Les ovules sont créés dans la femme enceinte. Dans le fond, si une femme est enceinte d'une fille, elle procrée aussi les ovules de sa fille dans son ventre. Exactement. Exactement. Donc, ça prend beaucoup d'énergie mettre une fille au monde, mais bon. Exact. Mais en fait, ce que je trouve tellement magique dans ça, puis j'en parle souvent avec cette idée de tu portes en toi, quand tu portes un enfant, tu portes en toi déjà tes petits-enfants. Ouais. C'est beau quand même. C'est vraiment poétique. Puis je trouve ça fort parce que je me dis, mais je me remercie ma mère, je remercie ma grand-mère parce que j'étais déjà là, en fait. En tout cas, j'arrête. C'est bon. Ça. Il y a même plein de citations qui disent quand toi tu t'aides, tu aides les femmes toutes avant toi aussi. Absolument. Tout aligné dans cette. Donc ça va avec. Tout est connecté. Tout est connecté. J'adore. Parfait. Maintenant, on va parler d'argent parce que tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir. Et on m'a posé la question. Je pense que c'est la question qui est revenue le plus après que j'ai publié ma vidéo. Effectivement, Marina a posté une vidéo qui a été assez virale dans la communauté, qui a fait un petit documentaire, un petit reel de ton expérience de congélation. Moi, ma réaction quand j'ai vu, j'étais comme wow. Ouais. La vulnérabilité de littéralement se mettre à nu sur les réseaux sociaux. Ouais, moi je pense que c'est important parce que je pense qu'on oublie que cette expérience est vécue par beaucoup plus de femmes qu'on pense. T'sais, les gens vivent des enjeux au niveau de leur fertilité qui sont très tabous au sein de la communauté. Puis moi, je pense que je voulais déconstruire ça. Puis amener un peu aussi de « Hey, c'est pas si énorme qu'on veut le faire croire. » Ça peut être aussi très simple. C'est sûr que je pleurais au début de la vidéo, là, parce que les hormones, ça joue avec toi. Mais, ouais, parlons argent, parce que ça a été vraiment la question qui est revenue. D'abord et avant tout, je pense que les gens ne comprennent pas que si tu veux prendre un rendez-vous avec une clinique de fertilité, ton premier rendez-vous est couvert par ton assurance maladie. Fait que tu vas aller vraiment voir un spécialiste dans un contexte où tu te dis, OK, j'aimerais voir c'est quoi mes options. Moi, avec la Régie de l'assurance maladie du Québec, mon premier rendez-vous était couvert. Par la suite, j'ai une liste d'analyses quand même assez exhaustive où tu as des prises de sang, tu as ton pap test, tu as des échos, bref, plein de petites choses comme ça où la majorité aussi est couverte par le régime d'assurance maladie du Québec. Oui. Le plus difficile, c'est de trouver l'échographie qui permettrait d'avoir ta réserve ovarienne parce que c'est évalué aussi avec l'AMH, mais
tu peux faire cette échographie-là pour avoir ton nombre de follicules exact pendant ton cycle. Puis c'est autour de ton premier jour de règles qu'il faut contacter la clinique, planifier, etc., etc. Ce qui devient compliqué, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand assureur qui couvre. Et si tu n'as pas une clinique que tu connais, que tu sais qui fait cette écho-là, moi, je m'étais inscrite à l'hôpital, j'avais planifié mon écho, puis je m'étais dit, OK, je vais la faire. Quand je leur ai dit que c'était pour faire une réserve ovarienne, ils m'ont dit, on ne fait pas ça. Ça aussi, c'est avec nos patients qui sont à l'urgence, on a un besoin ou whatever. Ouais. Moi, j'étais comme, mais je ne comprends pas pourquoi. Bref, ça m'a coûté, cet écho-là, tous les autres tests étaient couverts par la RAMQ. Cette échographie spécifique, ça m'a coûté 175 $. OK? C'est un rendez-vous autour de tes menstruations. Tu vas à la clinique. Mais c'est possible d'éviter ce coût-là. Si tu cherches la clinique qui le fait spécifiquement, moi, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'après cette vidéo, il y a certaines femmes qui vont nous dévoiler les choses. Please, partageons parce que... Laissez en commentaire. Voilà, parce que moi, je pense que c'est important, primordial même d'avoir cette clinique-là. J'ai posé la question d'ailleurs, puis ça, je le réitère, j'ai posé la question d'ailleurs à un gynécologue, fertologue, à un moment donné. J'étais comme, mais moi, je ne sais pas c'est quoi les cliniques. En tout cas. En tout cas, moi, elle est spécialiste dans la vie. Bref, donc, 175 $, ça m'a coûté à la clinique où j'ai été. Puis, ensuite, on a fait des prises de sang, etc., etc. Là où ça devient complexe, puis ça, les gens ne sont pas nécessairement au courant non plus. Moi, avec le régime d'assurance de maladie du Québec, j'ai 3 rondes de médication. C'est-à-dire, les hormones que je prenais, c'était en totalité couvert. Puis j'ai 3 rondes qui peuvent être en totalité couvert. On parle ici de Gonal F, Ménopur, Cétrotide, Suprefac, Prégnil, toutes ces hormones que je m'injectais ou que j'ai dû m'injecter pendant le processus. Il y en a qui vont jusqu'à 1 000 $ le médicament. Là. OK, mais toi, tu as fait combien de rondes? Donc, moi, j'ai fait une seule ronde, sauf que dans ma ronde, j'avais plusieurs fois Gonal F qui, la seule boîte de Gonal F m'a coûté 460 $. Ménopur, j'ai eu au moins 10 boîtes. Parce que ce qui arrive, c'est que c'était une petite poudre, donc 3 petites poudres dans un petit liquide. Mais il y a comme 7 petites poudres, 7 liquides. Mais moi, j'utilisais 4 petites poudres dans un seul liquide. Fait que ça a coûté au gouvernement très, très cher parce que chaque boîte de Ménopur m'a coûté plus de 1 100 $. OK? OK, donc c'est couvert à 100%. À 100%, parce que ça fait partie d'une ronde. Si je suis rendue à ma 4e ronde, rien de ça va être couvert. Okay. Donc, de ce que mon pharmacien m'expliquait, vous êtes sûr que vous voulez commencer? Vous êtes sûr que vous... Parce que dès que je rentre dans le système, ça rentre dans la ronde. La seule ronde. Je sais comme, il n'y a pas de problème. Fait que là, plus de 1 000 $ pour la boîte de Ménopur. Ensuite, Cétrotide, on est encore dans du 480 $ environ. OK. Ça, j'ai eu deux boîtes de Cétrotide, si je me souviens bien. Suprefac, c'est celui qui va redonner le petit boost pour dire, OK, on sort avec Prégnil. Puis les deux ensemble, une seule boîte, c'était des doses singulières. Ça m'a coûté environ 150 $ pour les deux. Ça a coûté au gouvernement. Je réitère, tous mes médicaments en lien avec mes injections et mes hormones étaient couverts par le Régime d'assurance maladie du Québec. Okay. C'était ma première ronde. Et le Régime d'assurance maladie du Québec couvre 3 rondes. Couvre 3 rondes. Okay. De ce que moi, mon pharmacien m'a dit, il faudra s'informer selon la personne que vous êtes, puis c'est quoi votre assurance. Mais pour moi, ça, c'était couvert. Okay. Ce qui n'est pas couvert. Parce que ça, les gens, je pose là que je dis. Fertile Pro. Chaque boîte de Fertile Pro me coûtait 100 $. Puis j'en ai eu 3. Fait que 300. Fertile Pro, c'est les vitamines. C'est les vitamines que mon médecin m'a mis parce que justement ma réserve ovarienne était basse. Elle voulait que mes ovules soient de très bonne qualité. Donc, elle a recommandé Fertile Pro. Mais Fertile Pro, c'est en vente libre et ce n'est pas disponible dans toutes les pharmacies et ce n'est pas couvert par la RAMQ ni par mon régime, mon assurance privée parce que j'ai une assurance individuelle. Et là, le gros montant. Le gros montant, c'est la procédure de préservation sociale, on appelle, qui inclut les échographies, les prises de sang et la procédure en tant que telle, donc l'intervention qui a lieu pour pouvoir aller chercher les œufs. Ça m'a coûté 6 000 $. 6 000 $. Ce qui fait que... C'est coûteux. C'est coûteux.
Et moi, je suis une revendicatrice, une résistante. Je suis haïtienne dans l'âme, dans le sang, dans tout. J'ai été voir mon assurance parce que moi, je n'avais pas prévu que j'allais payer 6 000 $ au total. Je pensais qu'au moins une partie de mon assurance individuelle couvrait. Eh bien non. Certaines assurances collectives couvrent, mais en tant qu'assureur, assuré individuel, travailleuse autonome, ils ne couvrent rien. Ouais. Donc, il faudrait que je sois dans... Il y a certaines banques qui offrent ça à leurs employés. Il y a certaines... Donc, moi, j'invite les gens très minutieusement, surtout si vous faites partie d'une organisation qui a une assurance collective, de demander. Parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant. J'ai des amis, ils sont couverts jusqu'à 20 000 $. Ils pourraient avoir 3 rondes complètes. Donc, des œufs congelés, vraiment, payés, de A à Z. Donc, moi, je pense que s'informer là-dessus, c'est super important. Puis ne pas, de facto, dire, OK, c'est cher, donc je ne peux pas y aller. Autre chose, en tant que travailleuse autonome et en tant que personne qui a dû payer le 6 000, qui possiblement devrait faire une deuxième ronde pour avoir au moins 10 à 12 œufs congelés, pour avoir au moins un qui va être fécondé vers la suite, si j'ai le besoin, je vise avec Vivre sans fibrome, s'il vous plaît. Pourquoi c'est pas gratuit? Pourquoi c'est pas gratuit? Ouais. Surtout que les femmes ont des enfants de plus en plus tard dans leur vie. Ce type d'intervention, pour moi, ça fait aucun sens que ce soit pas gratuit. Fait que j'utiliserais vraiment, quelle que soit la femme qui décide de faire ce processus, devrait avoir accès à la couverture. Donc, ouais, en effet, il y a de plus en plus de données d'infertilité. Un couple sur 6 est infertile ici au Canada. Donc oui, ça pourrait être une possibilité, mais il y a tellement de choses à faire dans le système de la santé, au niveau du politique aussi, que honnêtement, on garde espoir. On garde espoir, puis on va viser la gratuité pour ça aussi. On vise la gratuité. Oui. Moi, je vois pas pourquoi ça serait pas gratuit. Sérieusement, je pense que c'est essentiel. Oui. C'est essentiel, puis c'est pas une option farfelue que d'avoir cette possibilité. On parle de quelque chose qui pourrait servir la population tout entière. C'est pas pour rien les gens arrêtent d'avoir autant d'enfants, là. Ouais. C'est coûteux, là, 6 000 $. Tu sais, en tout cas, moi, Et gratuit. Voilà. pour revenir à chacun des médicaments qui sont, oui, couverts par les assurances, mais il faut quand même avoir les fonds pour les payer, Non. non? Le registre d'assurance maladie passe directement à la pharmacie. quand tu passes à la pharmacie, tu dois être inscrit pour l'assurance médicaments. Là. Je pense Oui. que tout le monde doit s'inscrire si tu n'es pas couvert par un autre régime, mais tu n'as pas à amener l'argent pour ensuite être remboursé. Ok. Donc vraiment, je dis oui pour ça. Je suis très fervente. Cependant, je pense qu'à partir d'un certain âge, ce n'est plus couvert. Ah. Aucune ronde n'est couverte. Donc, il faut vraiment aller s'informer pour pouvoir être sûr que tu es couverte en tant qu'individu. Je pense qu'en bas d'un certain âge, c'est couvert. C'est juste qu'à partir d'un certain âge, j'ai une personne que j'ai rencontrée qui a 40 ans et plus, puis elle m'a dit, Maïna, moi, j'ai dû payer tous mes médicaments. Donc, je ne sais pas de quoi tu parles par rapport aux rondes de médicaments. Donc, j'inviterais les gens à aller s'informer, mais moi, j'ai payé rien du tout pour mes médicaments dans ce processus-là, puis ça aurait pu aller jusqu'à 15 000 $ là. J'ai compté, juste les médicaments, ça aurait pu être 10 000. Donc, en plus de 6 000 pour l'opération, vous imaginez combien d'argent ça aurait été? Ouais. Absolument. Assez coûteux. Ouais. Bon, maintenant, je vais te poser la question par rapport à les messages aussi que tu as, les commentaires que tu as eus sur ta vidéo virale. Quels conseils que tu pourrais donner à des femmes qui seraient peut-être intéressées à aussi passer à travers le processus de congélation? Mais aussi, tu avais mentionné un peu plus tôt quand on se parlait que toi, tu as eu un support, tu le disais aux gens, tu as une communauté des gens. Mais pour les femmes que eux, c'est un secret. Pour les femmes qui se sentent pas confortables et c'est encore un tabou pour eux, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à se trouver une communauté à travers ce processus assez douloureux, traumatisant ou quoi que ce soit? Alors, moi, j'ai deux choses que je pense qu'il est important à rappeler. Tu fais ça pour toi, OK? Donc, oui, j'étais bien entourée, mais moi, j'ai passé des soirées, des matinées à devoir m'assurer de me piquer moi-même, seule, dans ma maison. Tu le fais pour toi. Donc, il faut être convaincu que c'est pour toi. C'est pas parce que tu veux plaire ou parce que tu veux être en accord avec quelqu'un. Fait que ça, c'est important. Donc, de le rappeler. Ça, premier point. Deuxième point, je pense que j'ai eu
différents types de réactions. Moi, je focus sur le positif toujours, mais il y a certaines personnes qui m'ont posé la question, est-ce que tu prévois pas être enceinte? Ou comme je fréquentais quelqu'un, c'était comme, mais tu vas pas avoir encore d'enfant avec cette personne, pourquoi tu veux faire ça? Bref, des questions très directes, très invasives, en mode, mais pourquoi tu fais ça? Bon, de toute façon, on n'a jamais eu de problème de fertilité dans la famille, je comprends pas, etc., etc. Puis moi, j'étais comme, tu sais, ton parcours va être différent de quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut être assez ouvert pour pouvoir accepter que peut-être le parcours va être différent. Donc, ne pas juger, ne pas prendre en personnel ce que la personne est en train de faire pour elle, puis de se le rappeler. Pour l'isolation, pour contrer l'isolation, je pense qu'un espace comme Vivre sans fibrome, c'est un espace où on peut avoir des conversations autour de ça, où on peut aller chercher des femmes qui peut-être sont en train de passer par le même processus, puis ne pas rester dans l'isolement. Parce que aussi, c'est un processus très seul. Oui. Tu le fais pour toi, donc c'est un processus très seul. Solitaire. Très solitaire. Puis tu sais, jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui doit venir avec moi pour pouvoir être là après, parce que j'ai eu une anesthésie. Générale. Non, pas générale. Bref, c'est une anesthésie pour le bas de mon corps, mais comme... Exactement, rachidienne, ce qui fait que je ne peux pas rentrer chez moi seule. Il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, puis j'ai pris certains médicaments, bref. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un à ce moment-là, mais sinon, mes 3 échographies à 8 h du matin, il n'y a personne là, avec moi. Puis en plus, je suis célibataire, là, il n'y a pas un conjoint qui m'accompagne. Fait que tu sais, il faut aussi être conscient que ça peut être un processus très solitaire, même si tu es entouré d'une communauté qui te supporte. Donc, aussi, ne pas avoir peur d'aller chercher l'aide de professionnels, d'avoir une thérapeute ou d'avoir quelqu'un qui peut t'accompagner là-dedans. Avant, pendant et après. Absolument. Puis des coachs de santé, des coachs de bien-être pour être sûr que tu restes dans ton désir de le faire pour toi. Puis que tu saches aussi, malgré le risque, j'aurais créé une option pour moi. Parce que c'est sûr, tu sais, tu fais tout ça, puis tu sais pas ce que ça va garantir. Fait que souvent, ça va être, moi, comme dans ma vidéo, où tu pleures dans ta voiture après ton rendez-vous, où ils te disent, OK, vous avez 5 œufs qui sont en train de grossir, que je pense que ça va fonctionner. Puis là, t'es comme, fuck, j'ai fait tout ça, j'ai pris tous ces médicaments, j'ai tout mis, je me pique tous les jours, puis il y en a juste 5. Puis t'es comme, puis là, c'est décourageant, ça peut être très décourageant, mais tu te dis, OK, on va pas tomber là-dedans. Puis j'avais des amis qui m'écrivaient, mais Marina, t'en as besoin juste un. C'est vrai. Et c'est vrai. C'est très vrai. Fait que tu sais, aussi, pendant que tu prends des hormones, puis je veux le dire, tu vas avoir des boosts d'émotion, des boosts de libido, des boosts de tout. Donc tu peux virer un peu... tu veux changer tout dans la maison, tu veux rencontrer quelqu'un, tu veux nanana, fait que tu sais, ça peut être aussi, c'est pas le moment d'avoir des one night stands tous les soirs là, guys. Il faut protéger cet espace-là, fait que tu sais, pour revenir à ta question, je pense, pour briser l'isolement, il faut trouver des communautés qui sont dans la bienveillance, qui sont dans le bien-être, il faut aller chercher des professionnels qui sont là-dedans, puis qui peuvent comprendre aussi comment te supporter comme il faut. Voilà. Je trouve que tu as donné des bons conseils. Et ce que j'ai retenu de tout ça, c'est éviter les projections. Donc, les projections que nous, on a de nous-mêmes, les projections des autres, de nos proches, de nos membres, de notre famille, sur nous. Absolument. Parce que, comme tu as dit, c'est un moment fébrile. Il y a plein d'hormones. Puis, en tant que femme, il faut nous protéger aussi. Il faut protéger notre temple. Et aussi briser l'isolement. Absolument. Surtout où est-ce qu'on vit en ce moment, dans les périodes hivernales, on est très isolé. De base, avec les technologies, en 2025, on est de base très isolé. Donc, juste se trouver une communauté de femmes ou de personnes qui pourraient nous comprendre ou nous aider. Et aussi se concentrer sur son bien-être et sa santé. Sinon, tu as parlé tout à l'heure du processus, comment tu penses que ça devrait être gratuit et tout. Comment, déjà là, peut-être pas aller à la gratuité, comment tu penses que ce processus pourrait être plus accessible niveau culturellement, parce qu'on sait qu'il y a des tabous culturels, mais financiers aussi. Comment, selon toi, les solutions concrètes que tu as, peut-être que tu en as ou pas? Alors, culturellement, je reviens vers le fait que on a vraiment très peu d'informations par rapport à ce processus, puis je suis honorée d'être assise ici aujourd'hui, qu'on soit en train d'avoir cette conversation, parce que ma vidéo m'a démontré que énormément
énormément. Je ne saurais compter la quantité de personnes qui m'ont contacté après ma vidéo pour me dire j'ai des problèmes, moi c'est ma 3e fois que j'essaie, je suis sur un cycle où j'ai fait le processus au complet, ça n'a pas fonctionné, où j'ai des problèmes de fertilité depuis des années, là je suis en train de regarder l'adoption. Tu sais, tellement de gens vivent ça seuls. Donc, d'abord et avant tout, je pense que c'est d'avoir le courage ou de chercher le courage en soi avec les autres pour avoir la conversation. Avoir la conversation autour de la fertilité en général. Oui, ça peut être de la congélation. Oui, ça peut être de la fécondation in vitro. Oui, ça peut être tout ça. Puis, commencer à valoriser ce type de conversation comme si c'était une conversation autour de « OK, mais à l'épicerie, c'est cher en ce moment. » Tu sais, parce que tant et aussi longtemps qu'on garde ça tabou, qu'on garde ça dans le silence, on crée de l'isolement, mais on crée surtout énormément de jugement qui n'a pas lieu d'être. On essaie d'avoir des enfants dans la vie, pas parce qu'on veut se faire juger, là. Des fois, c'est difficile, puis des fois, c'est pas du côté... Tu sais, quand je pense, moi, j'étais dans une relation avec une femme, mais des fois, quand tu es avec un conjoint qui, lui, a des problèmes de fertilité, mon Dieu! C'est tellement tabou que cette personne remet en question toute son existence. Mais je fais quoi si je ne suis pas capable d'amener, enfanter? Tu sais, c'est comme, pourquoi on n'a pas cette possibilité d'avoir ces conversations-là? Puis de se dire, mais après 1, 2, 3, 4 fausses couches, ou après 6 mois d'avoir essayé, aller chercher de l'aide. Puis tu sais, les gens n'ont pas la notion, puis quand je dis les gens, je parle de tout type d'individus, là. Ma grand-mère, mon oncle, mon cousin, ma cousine. Tu sais, il y en a qui ont fait le processus et qui n'en ont jamais parlé. Je pense que les personnes qui m'ont le plus aidé, c'est les gens qui avaient fait le processus de congélation de proche du mien, puis qui me donnaient, eux, comment ils ont vécu cette étape-là. Ensuite, cette étape-là. Si je n'avais pas ouvert la conversation pour dire « je vais faire ce processus », peut-être que j'aurais même jamais su que ces gens avaient fait le processus. Parce qu'on n'en parle pas. Donc, de créer des lieux de discussion, de partage. Des groupes de soutien. Des groupes de soutien. D'avoir cette conversation, d'aller dans des ateliers ou des activités que font Vivre sans fibrome. Moi, j'ai commencé à comprendre, hey, je devrais penser à ça quand j'ai rencontré des gynécologues qui faisaient des présentations sur, OK, ta réserve ovarienne ressemble à ça à tel âge. Ton pic, c'est ce moment-là. Ensuite, ça décline. Si je n'avais pas été dans ces activités-là, peut-être que j'aurais jamais su. Puis poser ces questions à un gynécologue, ça vaut de l'or. On n'a pas la chance d'avoir ce type de spécialiste là. Tu comprends? Donc, il faut être capable d'avoir ces conversations-là, puis d'être dans des lieux et dans des activités comme celles que offre Vivre sans fibrome, entre autres. Éducatif et ouvert d'esprit. Exactement. Je trouve aussi que c'est important de mentionner que les problèmes d'infertilité ne se reposent pas uniquement sur la femme. Parce qu'il y a des femmes, directement, s'ils ont des problèmes d'infertilité, elles ne se posent pas la question que ça peut être leur conjoint. Absolument. Et tout, donc il y a d'autres étapes avant d'arriver à la congélation d'ovules. Il y a des discussions à avoir, des tests à faire. Les tests, et, absolument. Et des échographies. Et effectivement, il y a plein d'autres choses. C'est une solution, c'est une option, mais c'est pas la solution et l'option unique. Bon, donc... merci. Oh my God! Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager avec moi, avec nous, les fibromèles et tous les gens qui nous regardent? Mais écoute, d'abord, merci tellement pour ce moment. Je pense que cette conversation va créer d'autres conversations, puis c'est ce que je veux. J'aimerais aussi inviter tout le monde à considérer d'aller juste faire le test. Je pense que ça coûte très peu pour l'information que vous pouvez avoir, puis je pense faut commencer à voir ça différemment. Je vais te dire, peut-être que tu as peur, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu te dis, est-ce que si je sais, ça va m'amener de la pression? Si tu sais, tu peux avoir un plan d'action. Ne rester dans l'inconnu, pour moi, c'est être dans la pensée magique puis se dire, OK, mais je vais figure it out quand ça va être rendu, tandis que tu peux déjà mettre en place certaines choses puis te dire, je vais prendre des vitamines ou je vais voir un naturopathe ou je vais m'assurer de prendre soin de moi, etc., etc. Ou je vais commencer à faire le deuil de cette possibilité. Puis c'est correct parce que tant et aussi longtemps que tu as l'information, tu peux avoir quoi faire après.
Puis je suis très fervente de cette information-là. Finalement, je dirais, respecte-toi dans le processus. À chaque étape du processus. Respecte ce que tu veux, respecte où tu es, respecte comment tu te sens, puis va pas vers la projection ou les stress qui ne sont pas nécessaires. Respecte-toi dans le processus, puis toi, tu es hyper jeune, là, Léana. Donc, pour moi, ça m'enlève le stress, mais il ne faut pas avoir peur de le faire quand on veut le faire. Parce que les gens m'ont dit, mais tu fais ça jeune. Oui, et alors? Fais-les maintenant, ça sera fait. Oui. Puis, j'ai oublié de mentionner, je finis là-dessus, ça me coûte 500 $ par année pour garder, pour les préserver dans un frigo congelé, là. C'est important. 500 $ pas couvert, n'est-ce pas? 500 $ pas couvert. 500 $ par année. Mais c'est un bon investissement. Je me dis, bon, peut-être que cet enfant-là, un jour, je pourrais lui dire, j'ai payé tout ça à votre âge. Non, c'est pas vrai. Mais en somme, oui, ça me coûte 500 $. J'ai oublié de mentionner ça, mais je pense que c'est important de savoir aussi préserver ces œufs-là pendant toutes ces années. Peut-être que je vais avoir un enfant à 41 ans. Oui. Ben, donc, t'as pas des projets concrets pour ces œufs-là, mais t'en as des projets. Non, moi, je veux avoir des enfants un jour. Oui, ok. Je ne veux pas avoir d'enfants seul, cependant, et je suis présentement célibataire, donc j'espère rencontrer la personne avec qui je vais pouvoir avoir des enfants. Puis, en réalité, j'espère pouvoir ne pas avoir à utiliser mes œufs congelés, sauf en cas vraiment où il y a des problématiques. Mais sait-on jamais, je veux me donner cette option-là. Puis, c'est un investissement. Puis après, c'est ça. Tu te sens plus rassurée. Absolument. Oui. Absolument. Après cette intervention, je pense que je suis sortie de ce bureau en mode check. J'ai fait ça, c'est sécurisé. Did it. I did it. Ouais. Puis je pense que il y a quelque chose que je voulais dire, je ne sais pas si c'est... Vivre sans fibrome a ces informations aussi sur leur site web, right? Oui, donc merci Marina de m'avoir rappelé. Donc on a un article que vous pouvez retrouver sur Vivre sans fibrome, c'est accessible à tout le monde, ça s'appelle la préservation ovarienne. Donc vous pouvez regarder ça sur notre blog. Je vous invite d'ailleurs à devenir membre pour avoir accès à nos ateliers interactifs, notre plateforme, notre infolettre et aussi faire un don. Nos dons nous permettent de soutenir des femmes dans le besoin, mais aussi de garder notre organisme en vie. Merci d'être à l'écoute. Laissez des commentaires. Remerciez Marina d'être avec nous. Et puis, à la prochaine! À la prochaine! Bye!